juste une petite présentation. Je n'ai pas de responsabilité dans les services publics, je suis éditeur, donc directeur des éditions de l'Atelier. Je suis par ailleurs directeur de la rédaction, co-directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens. Il se trouve que j'habite en banlieue, j'habite Saint-Denis, et je suis d'origine bretonne. Je me sens pleinement citoyen, et je suis citoyen avec ces différentes appartenances, dont la confession chrétienne. Je voudrais baser mon intervention sur le travail que j'ai réalisé en tant qu'éditeur avec plusieurs auteurs, dont Dounia Bouzard, qui a produit un livre qui s'appelle « Désamorcer l'islam radical », et également un ouvrage que nous avons publié qui s'appelle « En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite », qui traite précisément des questions de laïcité, du détournement scandaleux du combat laïque et de la revendication de ce combat, qui est une usurpation évidemment par Marine Le Pen. Et enfin, donc, j'ai aussi travaillé avec Pierre Dharréville, qui a produit un livre qui s'appelle « La laïcité n'est pas ce que vous croyez ». Cette présentation terminée, je voudrais, dans un premier temps, dire, à mon sens, à quelles conditions la diversité des convictions, la singularité des expressions identitaires, la volonté d'épanouissement et d'élargissement des libertés peut être une chance et peut développer la laïcité et donc aussi développer la démocratie. Il me semble qu'il y a 4 conditions, alors qui ont déjà été un peu évoquées, et après je reviendrai à un cas particulier qui est le cas du repas, puisque ça a été abondamment cité, et Dounia Bouzard s'y est arrêtée dans son ouvrage. La première condition, à mon sens, c'est qu'on arrête, qu'on en finisse avec l'essentialisation des religions. Un citoyen, quel qu'il soit, ne se définit pas uniquement par son appartenance religieuse. On ne peut plus parler, dans ce pays, des musulmans et d'autres citoyens qui seraient uniquement catholiques, uniquement agnostiques, uniquement athées. On peut parler de citoyens qui ont des appartenances diverses, mais une appartenance religieuse ne définit pas un citoyen, ne le définit pas totalement. Et il y a une mode aujourd'hui, il y a une essentialisation des religions qui est profondément réductrice des identités. Et il me semble que c'est très important de considérer que l'identité religieuse est un élément de l'identité, mais on ne peut enfermer personne dans une appartenance quelle qu'elle soit agnostique, athée ou autre. La deuxième chose, mais ça a été dit abondamment, donc je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps, c'est qu'il me semble que la laïcité doit viser l'émancipation. Elle n'est pas uniquement un ensemble de règles. Et il y a une expression récurrente qui vient souvent, et que nous employons, et que j'emploie aussi, c'est le fameux « vivre ensemble ». Et moi je voudrais ajouter qu'il me semble tout aussi important, et même beaucoup plus important, de faire ensemble. C'est-à-dire d'être dans un processus d'élargissement des droits et d'un travail ensemble à faire, et pas simplement le rappel d'un vivre ensemble qui serait une sorte d'état de situation statique, et qui en fait, on l'a dit abondamment, la justification de domination qui existe, et la domination sociale n'est pas la moindre. Troisième condition, il me semble important de qualifier autrement les dérives qui existent dans différents groupes religieux aujourd'hui. J'entends par là, et M. Pénarruiz l'a dit, il y a plusieurs manières de considérer la religion, et il y a aussi des visées émancipatrices dans les religions, et il y a aussi, malheureusement, et il faut le déplorer bien évidemment, des pratiques sectaires dans les religions. Et Dounia Bouzard, son interprétation me semble intéressante quand elle dit « il faut qualifier ces pratiques de pratiques sectaires. Elles ne découlent pas mécaniquement de l'application d'un message religieux. Et donc, il faut établir des critères qui permettent de savoir si les pratiques visent à couper un groupe de citoyens d'un autre,
visent à stigmatiser tel ou tel citoyen, ou si elles enrichissent ou pas le lien social. Et de ce point de vue, pardonnez-moi, Monsieur Pénarvis, mais je voudrais reprendre l'exemple, et c'est vraiment dans un débat, dans une controverse, et je pense que ce colloque permet aussi des controverses. Il me semble très important de savoir si les signes religieux, notamment portés par des parents, sont des pratiques sectaires ou pas. Et pour alimenter le débat, je dirais ceci. Faut-il, si une mère de famille ou un père de famille, parce que les pères de famille ont aussi le droit d'accompagner les enfants. Petite remarque au passage, si un père ou une mère de famille venait avec un t-shirt qui consisterait à dire « vous devez croire en Dieu », de la même manière qu'un athée dirait « Dieu n'existe pas ». Il me semble que là, il y a à la fois prosélytisme et il y a effectivement une pratique qui vise à couper les élèves les uns des autres. Je ne suis pas sûr, et pour tout vous dire, je pense que le port du foulard par des parents d'élèves ne découle pas, à mon sens, n'est pas une pratique sectaire, n'est pas non plus, à condition évidemment que les propos ne soient pas accompagnés du vêtement, mais n'est pas a fortiori une pratique prosélyte. Chose évidemment il faut se prémunir contre cela. Quatrième condition, c'est, il me semble, nécessaire que nous construisions du commun. Il ne s'agit pas d'avoir une conception de la laïcité qui est une addition de particularisme. Il ne s'agit pas de faire des compromis entre différents groupes religieux pour arriver au plus petit commun dénominateur. Dounia Bouzard propose au contraire un concept qui me semble intéressant, c'est que nous visions dans les questions très pratiques de laïcité à construire un plus grand dénominateur commun, à savoir qu'il ne faut pas que les principes religieux s'additionnant aboutissent à un compromis, mais il faut un élargissement des libertés pour tous. Et je vais prendre pour ça l'exemple des repas, qu'elle détaille dans son livre. Il y a 4 possibilités, sans doute plus encore, et vous en avez sans doute dans vos municipalités, 4 possibilités pour essayer de prendre en compte la diversité des convictions sans qu'il y ait imposition à quiconque de tel ou tel repas en fonction de ses convictions. La première, qui consiste à dire il y a un repas unique, il s'impose à tous, quel que soit le degré de conviction, quelle que soit l'appartenance ou la non-appartenance à une religion. Il me semble, c'est une pratique qui a existé, qui existe encore, mais il me semble qu'il y a une restriction de la liberté possible, dans le sens où un repas qui comporterait uniquement du porc pourrait obliger l'enfant qui ne souhaite pas manger du porc, et j'entends bien, j'insiste bien, c'est pas dont les parents ne souhaitent pas qu'il mange du porc, qui ne souhaite pas manger du porc. Si on l'oblige à ne pas manger de porc, il peut y avoir, à mon sens, problème. Deuxième possibilité, on ne met plus que des aliments qui correspondent à une confession religieuse. Par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, on pourrait dire, voilà, pour respecter dans une classe, dans une école où il y a une majorité d'enfants, par exemple musulmans et juifs, on impose des repas qui sont tous halal ou kasher. Et là, à quoi nous assistons? À l'imposition d'une norme religieuse à cause de l'existence d'une majorité. Et la laïcité n'est évidemment pas respectée dans ce cas. Troisième possibilité, on exclut le porc. Là, je parle encore une fois que de deux religions, on pourrait multiplier les exemples bien évidemment. Et Dounia Bouzard insiste en disant c'est la fausse bonne solution. En ce sens où ça met en avant les particularités religieuses et ça les pousse à une expression publique qui fait que
on aboutit au minimum, au minimal, c'est-à-dire des repas qui valorisent le choix religieux et la possibilité du choix religieux. Et donc Dounia Bouzard introduit une quatrième possibilité, c'est des repas avec de la viande, dont du porc, des œufs et des poissons, à base d'œufs et de poissons par ailleurs. Et évidemment, et ne nous le cachons pas, il s'agit d'un compromis, c'est-à-dire qu'il s'agit de respecter la diversité des choix. Sauf que ce choix n'est pas fait sur des critères religieux. Il permet à chacun, qu'on soit écologiste plus ou moins radical et qu'on n'aime pas manger de la viande, qu'on soit dans diverses dispositions à l'égard des menus proposés, on peut exercer son choix. Et celui qui aime le porc peut choisir le porc, comme celui qui n'aime pas peut le choisir aussi. C'est-à-dire que dans ce concept du plus grand dénominateur commun, ce qui importe, ça n'est pas l'accommodement sur des principes religieux, mais la possibilité de choisir et d'élargir le choix. Je terminerai juste par un point, parce qu'il me semble aussi important que la loi existe et qu'elle soit rappelée, mais il me semble aussi important de renforcer le lien social. Et juste un exemple, Dounia Bouzard a été confrontée à une entreprise de transport dans la région de Saint-Étienne, où il y avait deux groupes, et c'était constitué quasiment comme ça, deux groupes de salariés, des salariés qui étaient de confession musulmane, qui portaient tous une barbe qui indiquait une certaine préférence pour une tendance de l'islam, et un autre groupe de salariés qui, en réaction à cette appartenance affichée de façon plus ou moins ostentatoire, qui s'était constitué et qui se rapprochait, pour ne pas dire qu'il adhérait, aux thèses du Front National. Et bien voilà l'exemple qui est particulièrement inquiétant. Elle est intervenue en proposant une issue à cela, et l'issue qu'elle a proposée, c'est pas simplement de dire vous ne devez pas faire ça, mais elle a proposé à tous ses salariés de prendre le temps de discuter ensemble de leurs conditions de travail. C'est-à-dire qu'elle a proposé aux salariés de construire du commun et d'imaginer une transformation ensemble, une transformation de leurs conditions de travail pour un meilleur service aux usagers, pour un meilleur bien-être au travail. Et c'est, à mon sens, ce qui est très intéressant dans cette perspective, c'est que nous n'oublions pas la perspective d'émancipation, la sortie des dominations, pour un élargissement de la démocratie et aussi des singularités des identités, un développement des identités dans un espace républicain et dans une démocratie qui est toujours à construire et à transformer. Bien, merci.